Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors pour ceux qui débarqueraient, DevCafé c'est une vidéo d'une dizaine de minutes qui vous résume quotidiennement l'actualité autour du développement mobile. Et tiens, avant de commencer, d'ailleurs une petite question. Voilà une carte et je cache volontairement l'info la plus importante. Alors est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Du coup, voilà, je vous la remontre, hop. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez dont il s'agit et je vous donnerai la réponse dès demain. Et pour en revenir à DevCafé aujourd'hui, eh bien on va parler de méta, d'Android, d'App Store et d'autres choses passionnantes. Ok, j'en fais peut-être un peu trop. Du coup, attachez vos ceintures, on est parti pour ce 96e épisode. On commence par deux infos autour de Meta, l'une bonne et l'autre un peu moins. Mais bon, on va commencer par la bonne dans un premier temps. Alors Meta propose un programme de Bug Bounty qui permet de rétribuer les chercheurs qui trouvent des failles dans les applications. Et en 2022, plus de 2 millions de dollars ont été distribués dans plus de 45 pays. Et fait intéressant, les trois premiers pays sont l'Inde, le Népal, puis la Tunisie. Aujourd'hui, vous pouvez déclarer des problèmes sur un peu tous les projets du groupe comme Facebook, Messenger ou Instagram, mais aussi les projets open source, et désormais toute la partie VR et Metaverse est aussi concernée, sachant que le MetaQuest 2, par exemple, utilise Android comme système d'exploitation. Bref, ça donne un peu plus d'opportunités pour trouver des failles, c'est une sorte de système gagnant-gagnant au final. Mais si le programme de Bug Bounty est plutôt une info positive, place maintenant à la mauvaise, puisque John Carmack va quitter la société. Alors pour vous situer le personnage, il a notamment créé les jeux comme Doom et Quake pour les plus connus, mais je vous invite à aller voir son CV, c'est vraiment impressionnant. Mais surtout, il avait rejoint Oculus en 2013 avant que la société ne se fasse racheter par Facebook une année plus tard. Et alors que tout semblait aller bien, en 2019, il avait commencé à réduire son engagement pour passer du rôle de CTO d'Oculus à celui de consultant. Puis au mois d'août de cette année, il a annoncé encore baisser plus son application pour n'y passer plus que 20% de son temps. Et là, finalement, il vient d'annoncer quitter définitivement son poste et il a publié son message de départ qu'il a partagé avec les autres employés. Et comment vous dire? C'est plutôt sans appel. Alors je vous en ai extrait les parties les plus croustillantes. Alors pour lui, le casque Oculus Quest 2 était exactement ce qu'il fallait faire en termes de matériel en s'approchant du meilleur compromis qu'il était possible d'obtenir à sa sortie. Mais il ne tarde pas à sortir la mitraillette pour dézinguer Meta en mettant en avant la notion d'absence d'efficacité. Alors selon lui, le GPU du casque ne serait utilisé qu'à 5% de ses capacités, et il dit même, et je le cite, « Nous nous auto-sabotons et gaspillons constamment nos efforts. Je pense que notre organisation fonctionne à la moitié de l'efficacité qui me rendrait heureux. » Donc pour lui, les milliers d'employés auraient largement de quoi s'impliquer davantage. Alors a priori, il quitte Meta pas vraiment dans de bons termes s'il dénonce forcément ses conditions, et c'est vraiment dommage car c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît énormément dans son domaine. Mais les milliards injectés par Zuckerberg ne font pas tout, il faut aussi savoir les utiliser, et il semblerait donc que la relation entre les deux ne se soit pas si bien passée. Maintenant, à voir ce qui va se passer dans le monde de la VR et du métaverse chez Meta. Ensuite, pour le troisième sujet, j'avais déjà commencé à vous en parler la semaine dernière, mais la Chine veut mettre de l'ordre dans les applications mobiles, et je vous avais indiqué que le ministère en charge de l'industrie et des technologies voulait permettre la désinstallation des applications préinstallées, ce qui en soi est plutôt une bonne chose. Mais ce n'était que l'introduction, puisqu'ils ont publié ensuite avec l'administration du cyberespace de Chine, ou CAC, une liste de 4 règles pour, je cite, rectifier le chaos. Rien que ça. Alors vous êtes prêts à les écouter? Alors, la première, c'est de mettre fin aux applications qui copient des applications célèbres avec des logos proches et qui généralement viennent au final dérober des données personnelles. La seconde concerne les App Store et les liens qui mènent les utilisateurs vers du contenu à caractère sexuel, et il cite également des applications partagées par des QR codes. La troisième cible toutes les applications qui promettent de gagner de l'argent et qui seront donc interdites. Et la quatrième vise les applications qui affichent de nombreuses pop-up, voire qui masquent le contenu et qui, dans le pire des cas même, empêchent la désinstallation, et tout ça, c'est sur la sellette. Voilà donc pour les 4 règles venant s'ajouter sur celles des applications préinstallées, sachant qu'une chose importante à savoir, c'est qu'en Chine, il n'y a pas un seul App Store par système comme chez nous, mais des centaines. Et vous en avez pour quasiment chaque fabricant de smartphone et tout un écosystème autour. Alors a priori c'est un vrai cauchemar pour publier des applis, mais en fait il existe des sortes de métaservices qui permettent en gros de publier sur plusieurs à la fois. Mais pour revenir à nos fameuses règles, assez étonnamment ils n'expliquent pas comment ils vont y parvenir, mais ils font preuve d'un vocabulaire façon régime totalitaire puisqu'ils disent qu'ils vont punir sévèrement, réglementer strictement et sévir. Alors dit comme ça peut faire un peu sourire, mais à mon avis en Chine, ils vont pas faire les malins. Mais d'un certain côté, les différentes règles en question ne sont pas si absurdes, c'est simplement qu'avec la Chine, il faut toujours un peu se méfier. Bref, après ce sujet certes intéressant d'un côté, mais un peu flippant de l'autre, on va maintenant prendre quelques secondes pour les actus en bref.
Un petit chiffre pour commencer ces actualités qui est en réalité plutôt gros puisque selon data.ai, le montant dépensé sur le Google Play et l'App Store en 2022 a atteint les 131 milliards de dollars en légère baisse de 2% sur un an, fin du Covid oblige. SimpleNote est une application de notes multiplateforme qui appartient à Automattic, la société qui gère notamment le service WordPress.com. Et on a l'impression que l'entreprise ne sait pas vraiment quoi faire de SimpleNote puisqu'elle demande à ses utilisateurs de l'aider pour soutenir le développement. Selon leurs chiffres, si 5% des utilisateurs s'abonnaient, cela permettrait de payer les frais de fonctionnement et de garantir la survie de l'application. Sauf que le prix demandé est totalement ahurissant puisqu'il s'élève à 25 € par mois ou 245 € par an. Autant dire qu'il faut être un sacré fan pour dépenser autant car ce montant permet uniquement de soutenir et non d'avoir la garantie de nouvelles fonctionnalités. Google et Chrome se font souvent taper sur les doigts de par leur hégémonie et une nouvelle fonctionnalité ne devrait pas rassurer les régulateurs puisqu'aux États-Unis, un comparateur de prix est directement intégré dans le navigateur. Déjà disponible sur la version desktop, la fonctionnalité se déploie peu à peu sur Android, mais avec les déboires que l'on connaît avec Google Shopping, pas sûr que cela ravisse la concurrence. Et pour terminer, place à une actualité un peu plus geek avec la série Mythic Quest proposée sur Apple+, qui met en scène une équipe de développement d'un jeu multijoueur. 2 saisons ont déjà été diffusées et 2 autres ont été commandées. Mais Apple semble plus que satisfait puisqu'un spin-off sous le nom de Mere Mortals va être créé sous la forme de 8 épisodes dans un premier temps. On reprend rapidement avec la JetBrains Gateway qui est encore un outil trop peu connu et qui permet de passer par une machine distante pour effectuer les calculs et la compilation. En gros, votre ordinateur n'est qu'une interface graphique et tout est fait à distance. Alors je vous avais donné pour exemple le fait que je donne des cours et généralement les étudiants ils ont des PC avec assez peu de RAM, généralement 8 Go. Et du coup c'est clairement pas assez pour faire tourner un IDE, un émulateur et Chrome en parallèle, impossible. Mais au final avec ce système, peu importe, il suffit juste d'avoir une bonne connexion internet. Alors pour le moment la Gateway est compatible avec Gitpod, Google Cloud, GitHub Codespaces, voire même une VM Linux que vous hébergez. Et la nouvelle est que désormais Amazon Code Catalyst est aussi compatible, du coup il reste quasiment plus qu'Azure et tout le monde sera là. On poursuit avec un sujet autour d'Android et vous savez que la partie santé c'est un peu comme les messageries, Google ils ne savent pas trop où ils vont avec à la fois Google Fit, l'application Fitbit et désormais Health Connect. A priori, on s'oriente plutôt désormais vers le dernier, à savoir Health Connect, car Google veut faire une sorte de clone de l'application santé d'Apple. Alors l'idée c'est que toutes les applications peuvent verser des données dans ce hub, et d'autres pourront à l'inverse utiliser ces données pour afficher des statistiques. Sachant qu'on se parle ici de la volonté affichée par Google, mais bon, implicitement, avec tous les procès qu'ils ont, mais aussi le fait, et surtout qu'il s'agit de données de santé, le fait de déplacer ça dans un contenu différencié, c'est probablement là pour montrer carte blanche. Et selon des infos de notre célèbre Michal, Health Connect pourrait être directement intégré dans Android 14, exactement comme le fait Apple. Alors en l'état, Health Connect donne accès à 6 types de données, elles-mêmes divisées en sous-catégories. Par exemple, vous avez une catégorie nutrition, et vous trouverez à l'intérieur le nombre de cafés que vous avez bu par exemple. Et sans revenir vraiment sur les détails, Health Connect ça coche toutes les cases en ayant un système de permission un peu à la manière d'Apple, qui est très pointu et donnant surtout la possibilité aux utilisateurs de les révoquer, mais même de supprimer les données. Et pas plus tard qu'à la Google I.O., une Developer Advocate avait indiqué que pour le moment, l'application était distribuée par le Google Play avant qu'elle ne soit préinstallée plus tard sur les téléphones. Et justement, dans Android 13 QPR2, l'application est intégrée, en tout cas sur les pixels. Du coup, si Google souhaite rendre ce service disponible sur toutes les versions d'Android, y compris celles sans les services de Google, le plus simple, ce serait d'utiliser un module du project Mainline. Comme ça, les Play Services fournissent une implémentation, et les fabricants qui ne l'ont pas peuvent proposer une alternative. Et notre cher Michal confirme ça avec un commit sur AOSP qui fait état d'un module Apex qui est justement le nécessaire pour le project Mainline. Bref, il semblerait désormais que ce soit un peu moins la foire de ce côté-là sur Android, en espérant qu'ils ne reproduisent pas ce qu'ils ont fait avec la messagerie, car là aussi, la même question va se poser, qu'en est-il de la compatibilité avec Apple ? Ensuite, on va basculer du côté d'Apple et de l'App Store, et depuis la fin juin, il est obligatoire de fournir un moyen pour supprimer un compte utilisateur et toutes les données qui vont avec. Sauf qu'Apple se montre très flou sur la manière d'y parvenir, et particulièrement quand il y a des opérations manuelles à faire, par exemple dans le domaine de la santé. Et depuis quelques mois, Apple propose des Ask Apple où l'on peut poser des questions directement aux ingénieurs, et des développeurs en ont justement profité pour demander des détails qu'ils nous partagent et qui peuvent donc vous être utiles. Alors dans un premier temps, ils indiquent qu'il faut fournir le processus le plus simple pour l'utilisateur, peu importe la complexité derrière.
Ensuite, il ne faut surtout pas hésiter à surcommuniquer avec les utilisateurs les différentes étapes. Puis lors de la review avec Apple, il faut donner un maximum d'explications, voire même ajouter une vidéo pour expliquer les différentes étapes, d'autant plus si la suppression du compte de test ne permet pas de poursuivre la review. Et surtout se prévoir une marge de sécurité lors de la publication, car ça peut en toute logique la retarder. Du coup, je vous invite à aller voir l'article qui vous donne quelques infos en plus, mais je vous ai résumé les principales. Et enfin, toujours chez Apple, je vais vous partager les bruits de couloir autour de la possibilité d'avoir des App Store tiers dans quelques mois, tout simplement car Apple devra se conformer avec le Digital Markets Act en Europe. Et je ne sais pas si vous connaissez l'Alt Store, mais il s'agit d'un App Store alternatif qui ne nécessite pas de jailbreak, mais simplement d'avoir un compte développeur. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le créateur de l'Alt Store, il n'est pas si favorable à une ouverture. Alors il met en avant à quel point Apple nous facilite la vie en gérant pour nous toute la complexité autour du paiement et de la distribution, et surtout ça assure une sécurité pour tout le système. À la place, il préférait uniquement que le sideloading soit autorisé, car ça obligerait les utilisateurs à le faire manuellement via un Mac par exemple, ce qui nécessiterait donc une action manuelle. Au final, son point de vue il paraît plutôt cohérent, et du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que comme lui, le sideloading uniquement ça suffirait, ou si à l'inverse vous pensez qu'il faudrait aussi avoir une alternative à l'App Store. Et voilà, c'est tout pour ce numéro de Dev Café, j'espère une nouvelle fois qu'il vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à faire le petit like et à vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès demain, sachant que le décor devrait tout de même changer un tout petit peu. Mais rassurez-vous, la forme change, mais par contre le fond, ce sera toujours le même. Alors sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. À demain.